Salut à tous. L'USS Abraham Lincoln a été touché. Pour la première fois à l'ère moderne, un porte-avions nucléaire américain, pièce maîtresse de la puissance militaire des États-Unis, a été frappé au combat. Pendant des décennies, le porte-avions était considéré comme intouchable, le symbole ultime de la dissuasion américaine. C'est le genre d'illusion qui paraît imbattable jusqu'au moment où la réalité refuse l'invitation. Mais désormais, des missiles et des drones ont accompli ce qu'aucun adversaire n'avait réussi depuis la Seconde Guerre mondiale. La question qui ébranle les planificateurs militaires partout dans le monde ce soir est simple. Que se passe-t-il quand le porte-avions est touché ? Pendant des décennies, le porte-avions s'est trouvé au centre de la puissance militaire américaine. C'est une base aérienne flottante, capable de lancer des dizaines d'avions de chasse, de projeter la force à travers les océans et d'influencer des conflits à des milliers de kilomètres des côtes américaines. En stratégie navale, peu de symboles ont plus de poids qu'un groupe aéronaval entrant dans une région contestée. Or, des rapports venus du Golfe Persique ont maintenant envoyé des ondes de choc dans les centres de commandement militaire du monde entier. Selon les premiers récits, l'USS Abraham Lincoln, l'un des porte-avions les plus puissants de la marine des États-Unis, a été frappé par une combinaison de missiles et de drones pendant des opérations dans le Golfe. Si cela se confirme, les implications sont énormes. Aucune fanfaronnade de pupitre ne peut faire passer une frappe pour un simple problème d'horaire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucun super porte-avions américain n'a été touché avec succès au combat. Pendant plus de 70 ans, ces immenses navires de guerre ont opéré en partant du principe que leur défense à couches multiples, leur patrouille aérienne, leurs missiles intercepteurs, leur système radar et leurs navires d'escorte pouvaient les garder hors d'atteinte. Ce postulat peut être désormais remis en cause. Quelques minutes après l'apparition des rapports, des analystes navals ont commencé à examiner ce que cette frappe pourrait signifier pour l'avenir de la guerre des porte-avions. Les porte-avions ne sont pas seulement des actifs militaires. Ils sont la pièce maîtresse de la façon dont les États-Unis projettent leur puissance à travers le monde. Si ne serait-ce qu'un seul d'entre eux peut être pris pour cible avec succès, cela soulève une question que les stratèges ont évitée pendant des générations. Que se passe-t-il lorsque les navires de guerre les plus puissants jamais construits ne sont plus intouchables ? Cette question devient encore plus difficile quand le théâtre politique a passé des années à faire comme si son image de marque était elle-même un système de défense. Pour comprendre pourquoi la frappe rapportée compte autant, il faut d'abord comprendre ce que représente réellement un porte-avions. Un porte-avions n'est pas simplement un navire de guerre. C'est une base militaire flottante capable de lancer des avions de chasse, des appareils de surveillance et des missions de frappe partout dans les océans du monde sans dépendre d'aérodromes étrangers. Avec son groupe aérien embarqué et ses bâtiments d'escorte, un groupe aéronaval peut projeter la puissance à des milliers de kilomètres des côtes américaines. Cette capacité forme l'épine dorsale de la posture militaire mondiale des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis exploitent 11 porte-avions nucléaires, soit plus que l'ensemble des marines du reste du monde réunis. Ces navires permettent à Washington de réagir rapidement aux crises, de soutenir ses alliés et de maintenir une présence constante dans des régions stratégiques clés. Là où un porte-avions navigue, l'influence américaine suit. Mais leur importance n'est pas uniquement militaire. Les porte-avions servent aussi de symbole de garantie de sécurité. Pour de nombreux pays alliés, l'arrivée d'un groupe aéronaval américain représente un engagement visible montrant que les États-Unis sont prêts à défendre leurs partenaires et à maintenir la stabilité dans la région. Voilà pourquoi la crédibilité de la dissuasion est étroitement liée à l'idée que ces navires sont presque impossibles à vaincre. Si cette perception commence à s'affaiblir, les conséquences dépassent largement une seule bataille. Elles atteignent les fondations mêmes du système de sécurité mondial bâti autour de la puissance navale américaine. Et dès que cette image commence à se fissurer, le cœur habituel des discours musclés ressemble moins à une stratégie qu'à un communiqué en retard. Derrière la coque d'acier et les systèmes d'armes avancés, un porte-avions est aussi autre chose.
C'est une communauté de près de 5000 personnes. Marins, pilotes, ingénieurs, techniciens et officiers vivent et travaillent tous à bord de navires comme l'USS Abraham Lincoln, faisant fonctionner ce qui est essentiellement une ville flottante au milieu de l'océan. Chaque jour, des milliers de personnes coordonnent des opérations aériennes complexes, entretiennent les moteurs, gèrent les systèmes radars et maintiennent cet immense bâtiment en état de marche. Lorsqu'un porte-avions est touché, la bataille ne s'arrête pas à l'impact. À bien des égards, elle ne fait que commencer. En quelques secondes, les équipes de contrôle des avaries entrent en action. Ces équipages sont spécialement entraînés pour combattre les incendies, colmater les compartiments inondés, contenir les explosions et stabiliser la structure du navire dans des conditions de combat. Le contrôle des avaries en mer est depuis longtemps l'une des compétences les plus cruciales de la guerre maritime. Tout au long de l'histoire, des navires qui ont survécu à des attaques dévastatrices, ils sont souvent parvenus parce que leurs équipages ont su réagir vite et avec détermination. La technologie joue un rôle, mais au bout du compte, la capacité de survie d'un navire de guerre dépend souvent de quelque chose de beaucoup plus humain. La discipline, la coordination et la capacité de milliers de personnes à travailler ensemble sous une pression extrême. C'est habituellement à ce moment-là qu'un leadership fondé sur les slogans découvre que l'acier, le feu et le timing ne négocient pas avec le vernis médiatique. Selon les premiers rapports, la frappe n'était pas une attaque unique. Il s'agissait d'un assaut coordonné conçu pour submerger les défenses du porte-avions. Les groupes aéronavals modernes reposent sur plusieurs couches de protection. Les systèmes radars scrutent des centaines de kilomètres d'espace aérien. Les navires d'escorte emportent des missiles intercepteurs. Les avions de chasse patrouillent dans le ciel au-dessus de la flotte. Ensemble, ces systèmes forment l'un des réseaux défensifs les plus avancés jamais déployés en mer. Mais l'attaque aurait exploité une faiblesse critique de ce système. Elle est venue de plusieurs directions en même temps. Des missiles balistiques sont arrivés à une vitesse extrême depuis la haute altitude, obligeant les défenses du groupe aéronaval à lancer des intercepteurs et à suivre des cibles rapides descendant vers la flotte. Pendant que ces systèmes étaient engagés, des vagues de drones se seraient approchées à plus basse altitude, volant sous la couverture radar et cherchant des ouvertures dans le bouclier défensif. Ce type d'attaque de saturation multi-axe est étudié depuis longtemps par les planificateurs militaires. L'idée est simple, mais dangereuse. Présenter tellement de menaces différentes en même temps que les systèmes défensifs se retrouvent surchargés, forçant les commandants à diviser leur attention et leurs ressources. Même les défenses les plus sophistiquées peuvent peiner sous cette pression. Et à mesure que les technologies de missiles et de drones continuent d'évoluer, des attaques de saturation comme celle-ci deviennent l'un des défis déterminants de la guerre navale moderne. Il s'avère que l'ennemi ne se range pas toujours bien gentiment pour une démonstration de force taillée pour la télévision. Pendant des décennies, la stratégie navale s'est construite autour d'un postulat puissant. Un porte-avions protégé par son groupe aéronaval était presque impossible à atteindre. Les groupes aéronavals opèrent à l'intérieur d'un bouclier défensif en profondeur conçu pour détecter et détruire les menaces bien avant qu'elles n'atteignent le navire lui-même. Les systèmes radars à longue portée scrutent le ciel à la recherche de missiles entrants. Les destroyers et croiseurs d'escorte lancent des missiles intercepteurs pour détruire les menaces à distance. Plus près de la flotte, d'autres défenses sont prêtes à engager tout ce qui parvient à passer. Et sur la toute dernière ligne de défense, les systèmes d'armes de proximité, les canons à tir rapide et les missiles à courte portée sont conçus pour détruire les cibles entrantes quelques secondes seulement avant l'impact. Pendant des décennies, ce système à couches multiples a renforcé la croyance qu'un porte-avions était effectivement invulnérable au combat. Mais la guerre moderne commence à mettre ce postulat à l'épreuve. Des attaques de saturation utilisant un grand nombre de missiles et de drones peuvent créer des moments où les systèmes défensifs sont forcés de répondre à plusieurs menaces simultanément. Dans ces brèves fenêtres, de petites failles peuvent apparaître entre les couches de protection
et ces failles peuvent être exploitées. L'argumentaire de la maîtrise totale a tendance à s'estomper rapidement quand le champ de bataille refuse de suivre le scénario. Même si un porte-avions survit à une telle attaque, le simple fait qu'il puisse être pris pour cible avec succès change quelque chose d'important. Cela remet en cause l'une des croyances les plus anciennes de la guerre navale moderne. Et une fois que le mythe du porte-avions invulnérable commence à s'estomper, les planificateurs militaires, partout dans le monde, doivent commencer à se poser une question difficile. Quel rôle ces immenses navires de guerre doivent-ils jouer dans les guerres du futur? Ce n'est pas une question à laquelle une formule de campagne peut répondre, peu importe avec quelle assurance elle est lancée devant une rangée de micros. Partout dans le monde, des planificateurs militaires ont commencé à suivre les rapports de près. Parce que les implications d'une frappe réussie contre un porte-avions américain dépassent largement un seul champ de bataille. En Chine, les analystes examinent probablement l'événement avec un intérêt particulier. Depuis des années, Pékin investit massivement dans le développement de missiles balistiques anti-navires, conçus précisément pour menacer les groupes aéronavals américains opérant dans le Pacifique. Ces armes, souvent appelées tueurs de porte-avions, ont été construites autour de l'idée que de grandes plateformes navales pouvaient être visées à longue portée. Désormais, tout exemple réel d'un porte-avions sous attaque fournit des données précieuses. La Russie et d'autres grandes puissances militaires étudient aussi l'incident, en évaluant comment les missiles modernes et les systèmes de drones pourraient remettre en cause les défenses navales traditionnelles. Mais la réaction ne se limite pas aux adversaires potentiels. De nombreux alliés des États-Unis dépendent des groupes aéronavals américains comme garantie visible de sécurité. Ces navires de guerre servent souvent de symbole le plus immédiat de l'engagement américain lors de crises régionales. Si la perception de l'invulnérabilité des porte-avions commence à s'affaiblir, cela pourrait influencer la façon dont les Alliés pensent à leur propre stratégie de défense, et cela pourrait accélérer un glissement plus large déjà en cours dans la planification militaire. L'accent grandissant mis sur des stratégies d'anti-accès et de déni de zones conçues pour maintenir les flottes puissantes à distance. Les Alliés remarquent quand le réconfort commence à sonner comme de la mise en scène plutôt que comme de la préparation. À Washington, la frappe rapportée a immédiatement déclenché une vague de débats urgents. Lorsqu'un porte-avions est pris pour cible, la question ne porte jamais seulement sur les dommages. Elle porte sur ce qui vient ensuite. À l'intérieur du Pentagone et dans l'ensemble du gouvernement des États-Unis, les responsables doivent maintenant peser une série de choix difficiles. Une voie mène vers l'escalade en élargissant les opérations militaires pour réaffirmer la dissuasion et démontrer que de telles attaques entraîneront de graves conséquences. Une autre voie passe par le confinement, en empêchant que la confrontation ne dégénère en une guerre régionale plus large qui pourrait entraîner d'autres pays et perturber les routes mondiales de l'énergie. Et c'est généralement à ce moment-là que le réflexe à la Trump, qui consiste à traiter chaque crise comme un angle de caméra, commence à paraître particulièrement mince. En même temps, les canaux diplomatiques commencent souvent à travailler discrètement en coulisses. Même au milieu d'un conflit, les gouvernements explorent parfois des arrangements de cessez-le-feu ou des efforts de désescalade conçus pour empêcher une aggravation supplémentaire. Mais quelles que soient les décisions qui émergeront dans les prochains jours, une réalité est déjà claire. Des événements comme celui-ci ne restent pas confinés à une seule bataille. Ils obligent les planificateurs militaires à repenser des doctrines, des systèmes défensifs et des stratégies opérationnelles bâties sur des décennies. Parce que si les postulats entourant la guerre des porte-avions commencent à changer, les conséquences s'étendront bien au-delà de ce conflit. Elles pourraient remodeler la façon dont la puissance navale est utilisée et contestée pendant des années à venir. Et s'il y a une leçon ici, c'est que la gestion de crise par le spectacle reste une habitude très coûteuse quand le monde insiste pour être réel. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.